Colonel ceinture noire de Jiu-Jitsu, défie un vétéran noir. Ce qui suit a surpris tout le monde. Victor Sloan n'avait pas besoin de parler pour que tout le monde comprenne ce qu'il voulait dire. Son histoire était gravée dans l'esprit de chaque recrue. Un homme qui n'acceptait jamais la contestation, qui avait vaincu des adversaires plus jeunes, plus rapides et plus forts, et qui avait transformé cette série de victoires en un mythe personnel. Sa présence était une force qui occupait l'espace, poussant ceux qui se trouvaient à proximité à se courber, physiquement et émotionnellement. Elias Carter, quant à lui, ne semblait pas ressentir le poids de cette aura. Son regard ne se détournait pas, mais ne se durcissait pas non plus. Il y avait là une sérénité qui contrastait avec l'intensité presque palpable du colonel. C'était comme observer un lac tranquille avant l'arrivée d'une tempête, la surface calme cachant des courants profonds et incontrôlable. Pour ceux qui savaient regarder, cette tranquillité était le signe de quelque chose de plus dangereux que n'importe quelle explosion de rage. Le public restait immobile, comme si le moindre mouvement pouvait rompre l'équilibre précaire de ce moment. Les plus expérimentés percevaient que derrière la formalité et le décor militaire, quelque chose de personnel était en train de se former. Et même s'ils ne savaient rien de l'histoire d'Elias, ni des raisons qui l'avaient conduit à ce point, ils sentaient que l'homme devant eux n'était pas seulement celui du ballet. Quelque chose dans sa façon d'être là, complètement présent, créait un étrange renversement. Le colonel, habitué à être le centre de l'attention, semblait maintenant être celui qui avait quelque chose à prouver. Le sol du tatami semblait respirer avec eux. La chaleur humaine se mêlait à la froideur métallique de l'éclairage, créant une atmosphère presque irréelle. Le temps, mesuré par le son lointain d'une horloge murale, avançait lentement, chaque tic-tac marquant l'approche inévitable du premier mouvement. Aucun mot n'était nécessaire pour comprendre que ce qui allait se passer dépassait le simple fait de mesurer ses forces. Les bottes alignées des militaires formaient un cercle parfait, un cercle d'observation qui isolait les deux hommes du reste du monde. Et à l'intérieur de ce cercle, tout prenait des proportions différentes. Le bruit d'un pied, ajustant sa position, le léger déplacement du poids d'un côté à l'autre, la respiration profonde avant l'action. Chaque détail était absorbé et enregistré par des yeux entraînés, mais même ces yeux ne pouvaient prédire ce qui était sur le point de se révéler. Victor Sloan fit un petit ajustement à la ceinture noire qu'il portait à la taille, comme pour renforcer devant tous le symbole de son autorité et de son habileté. Elias, quant à lui, ne bougea pas un muscle au-delà de ce qui était nécessaire pour garder son équilibre. Il semblait comprendre que, parfois, le plus grand impact ne vient pas du mouvement, mais de l'immobilité chargée d'intention. Entre les quelques mètres qui les séparaient, il y avait une ligne invisible tracée non seulement par le défi physique, mais aussi par toute une vie de choix. Pour le colonel, ce moment était une occasion supplémentaire d'affirmer sa domination. Pour le gardien, c'était peut-être juste un instant où il devait rester fidèle à lui-même, ou qui sait, un tournant qui changerait la perception que tout le monde avait de lui. Quand une brise légère traversa la pièce, s'engouffrant par les interstices des hautes fenêtres, elle apporta avec elle le parfum lointain de l'huile d'entretien et du sol fraîchement nettoyé. C'était un rappel silencieux que cet homme, qui faisait désormais face à une légende militaire, avait passé des années à prendre soin de ce que tout le monde utilisait, mais que peu remarquaient. Et c'était peut-être précisément cette invisibilité cultivée qui faisait de lui, à cet instant, l'élément le plus imprévisible de la salle. Le moment final avant le premier mouvement semblait s'étirer à l'infini. Le monde en dehors de ce cercle cessait d'exister. Il ne restait plus que deux hommes, deux passés, deux forces opposées qui s'évaluaient sans se toucher. Et dans cet espace étroit, entre l'action et l'inaction, chaque personne présente savait, même si elle ne l'admettait pas, que ce qui allait se passer resterait gravé dans la mémoire collective de Fort Harrington pendant longtemps. Le colonel Victor Sloan était plus qu'un nom inscrit dans les murs de l'histoire de Fort Harrington. Il était une présence qui façonnait l'air où il entrait. Sa réputation ne s'était pas construite en un seul moment de gloire, mais au cours d'une série presque interminable de victoires, de discipline et de démonstrations de force qui s'étendaient sur 3 décennies. Chaque trait de son visage portait les marques du temps, mais pas de l'usure. C'étaient des rides gravées par l'effort continu, par l'attention obstinée aux détails et par la fierté inflexible de chaque conquête. Ses yeux d'un gris froid avaient la particularité non seulement d'observer, mais aussi d'évaluer, de mesurer et de classer les personnes qui se trouvaient devant lui, comme si chaque être humain était un défi à relever et, si nécessaire, à contrôler. Il était impossible de parler de Victor Sloan sans mentionner sa relation presque symbiotique avec l'uniforme. Quand il le portait, il n'était pas seulement un militaire, mais l'incarnation d'un code de conduite rigoureux. Le tissu impeccablement aligné, l'éclat discret des insignes et la bande noire nouée avec une précision millimétrique n'étaient pas de simples ornements, mais des déclarations silencieuses sur qui il était et ce qu'il représentait. Pour beaucoup, cela inspirait un respect immédiat. Pour d'autres, une crainte instinctive. Il y avait une fermeté dans son attitude qui communiquait, même sans parole, qu'il ne tolérait aucune remise en question et que toute tentative de confrontation serait
rapidement étouffé. Sloan était arrivé au fort en tant que jeune lieutenant au physique ordinaire et peu expérimenté, mais avec une ambition qui brûlait en lui. Les récits de ses premières années décrivent un homme qui passait des heures supplémentaires sur le tatami, étudiant non seulement les techniques de combat, mais aussi le comportement humain. Il ne se contentait pas de gagner des combats. Il voulait comprendre pourquoi il les gagnait, et plus important encore, pourquoi ses adversaires perdaient. Au fil du temps, il a développé une méthode personnelle qui combinait une habileté technique et une maîtrise psychologique presque calculée. Cette combinaison lui a permis d'accumuler une série de victoires qui sont devenues légendaires à Fort Harrington. Il était courant d'entendre des récits de combats où Sloan semblait prédire les mouvements de son adversaire avant même qu'ils ne se produisent, comme s'il pouvait lire ses intentions directement dans ses muscles tendus ou ses regards angoissés. Mais ce qui marquait le plus sa carrière n'était pas seulement le résultat des combats, mais plutôt l'effet durable qu'il laissait sur ceux qui l'affrontaient. Beaucoup repartaient non seulement vaincus, mais convaincus qu'ils ne seraient jamais capables de le battre, quelles que soient les circonstances. La renommée du colonel dépassait le cercle militaire. Les jeunes recrues arrivaient au fort en connaissant déjà les histoires, certaines probablement exagérées, d'autres parfaitement vraies. Des duels dans lesquels il immobilisait des adversaires beaucoup plus jeunes, avec un calme presque dédaigneux. C'était cette aura d'invincibilité qui maintenait son nom au sommet, non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'autorité. Il comprenait que dans le milieu militaire, la force physique était fondamentale, mais que la perception de la force était souvent encore plus puissante. Au fil des ans, Victor Sloan a transformé son style de leadership en un mécanisme d'intimidation contrôlée. Il croyait que la peur était un ingrédient nécessaire pour maintenir la discipline, et il appliquait cette philosophie non seulement sur le tatami, mais aussi dans les couloirs, lors des réunions et dans toute interaction où son autorité pouvait être mise à l'épreuve. Ses mots étaient tranchants et mesurés pour atteindre leur cible, et il s'autorisait rarement des gestes qui pouvaient être interprétés comme de la faiblesse. Pour lui, la compassion était une monnaie qui ne circulait pas sur le terrain d'entraînement. Il y avait une couche plus profonde dans sa personnalité, le souvenir de celui qu'il était avant de devenir le colonel redouté. Dans sa jeunesse, alors qu'il était encore recrue, Sloan avait ressenti le poids de l'humiliation. Il n'avait pas le physique qui inspirait le respect immédiat et était donc la cible de provocations et de défis constants. Ces expériences l'ont marqué si profondément qu'il a conclu un pacte silencieux avec lui-même. Il ne laisserait plus jamais personne le voir comme un faible. Chaque grade obtenu, chaque technique perfectionnée, chaque victoire sur le tatami était autant de briques qui construisaient une forteresse autour de cette décision. Pour beaucoup, ce parcours de dépassement de soi était admirable. Mais pour d'autres, il révélait un visage moins noble, celui d'un homme qui, en se blindant contre la douleur qu'il avait subi un jour, avait commencé à infliger cette même douleur aux autres. Sa présence sur le tatami se limitait rarement à l'affrontement physique. Il savait manipuler l'environnement, utiliser des regards insistants, des poses calculées et une posture imposante pour faire douter son adversaire avant même le premier mouvement. Au sein du fort Harrington, cette approche le rendait presque intouchable. Ce n'était pas seulement son habileté au combat qui le protégeait, mais aussi sa réputation d'invincibilité, cultivée comme un bouclier invisible. Quiconque osait l'affronter portait non seulement le poids de son propre corps, mais aussi celui de toutes les histoires précédentes, des défaites accumulées par ceux qui avaient essayé et échoué. Et c'était exactement ainsi que Sloan préférait que chaque combat commence, avant même que le premier coup ne soit porté. Le jour de son affrontement avec Elias Carter, Sloan avait déjà calculé l'issue avant d'appeler le gardien sur le tatami. Pour lui, ce moment serait une nouvelle démonstration de pouvoir, une réaffirmation publique que son autorité restait inébranlable. Il était certain que le public verrait, une fois de plus, l'homme qui terrassait ses adversaires avec précision et qui maintenait intact le mythe qui l'entourait. Mais sous cette apparente confiance se cachait aussi un vestige de cette promesse de jeunesse de ne plus jamais être rabaissé. Et c'est peut-être pour cela que son choix de défier précisément Elias, un homme que la plupart considéraient comme insignifiant, n'était pas seulement une question d'opportunité, mais un instinct ancien de montrer au monde que toute ressemblance avec son ancienne vulnérabilité serait écrasée devant tous. Tout en ajustant sa ceinture noire autour de sa taille et en se positionnant au centre, Sloan portait en lui non seulement la technique affinée par des années de pratique, mais aussi toute l'histoire d'un homme qui avait transformé son insécurité en arme. C'était ce mélange de discipline, de fierté et de dureté qui façonnait sa silhouette à ce moment-là. Et c'était aussi ce mélange qui, sans qu'il le sache, était sur le point de lui faire découvrir quelque chose qui ne figurait pas dans les manuels de combat, un adversaire qui ne s'inclinait pas devant les réputations. L'histoire d'Elias Carter n'était pas écrite sur les murs de Fort Harrington.
ni consigné dans les présentations officielles que recevaient les nouveaux arrivants. Pour la plupart, il n'était que l'homme qui apparaissait au coin du couloir avec un seau, un balai et un regard tranquille, qui cherchait rarement le contact visuel. Il faisait partie du décor, comme les portes métalliques ou les rangées de casiers, et c'est précisément pour cette raison qu'il passait inaperçu. Mais derrière cette routine silencieuse se cachait tout un chapitre de sa vie que personne là-bas ne pouvait imaginer. Un chapitre qui avait commencé dans des champs de sable, sous une chaleur étouffante, à des milliers de kilomètres de là. Avant d'enfiler sa combinaison bleue et de devenir invisible dans le quotidien de la caserne, Elias avait porté un autre uniforme. Un uniforme dont chaque couture était chargée de poids et de responsabilité. Il avait servi comme sergent dans les forces spéciales, spécialisé dans les opérations de combat rapprochés. Son parcours l'avait conduit dans des endroits où la discipline et le courage étaient plus que des mots. C'était une question de survie. Il avait participé à 3 missions de longue durée au Moyen-Orient, où chaque jour apportait des décisions qui pouvaient changer non seulement le destin de son équipe, mais aussi le cours de vies entières. Elias n'était pas le genre de soldat à rechercher les médailles ou la reconnaissance publique. Sa motivation venait de la protection de ceux qui l'entouraient et de l'exécution impeccable de chaque tâche, quel que soit le risque. C'est pourquoi, tout au long de sa carrière, il a gagné non seulement des décorations, mais aussi le respect silencieux de ceux qui avaient combattu à ses côtés. Il y avait dans son attitude un calme que le chaos ne pouvait ébranler, ce qui faisait de lui un pilier dans les moments d'incertitude. Tout a changé en une nuit qu'il se permettait rarement de revivre dans son esprit. Ce n'est pas un affrontement physique qui l'a fait tomber, mais quelque chose de beaucoup plus corrosif, la trahison. Au cours d'une opération, une décision stratégique erronée d'un officier supérieur a entraîné des pertes irréparables. La responsabilité a toutefois été détournée. Le poids de l'erreur est retombé sur Elias, non pas par manque de preuves en sa faveur, mais pour des raisons politiques. Il était plus simple pour la hiérarchie de trouver un bouc émissaire que d'admettre des failles dans les hautes sphères. La chute a été rapide et silencieuse. En quelques semaines, le sergent respecté s'est retrouvé hors du champ de bataille. Sa carrière terminée et sa réputation entachée. Les portes qui s'ouvraient autrefois devant lui se sont fermées, et ses compagnons qui avaient juré fraternité ont été réduits à des visages lointains. Certains réduits au silence, par la peur, d'autres par opportunisme. Elias a appris là-bas que la loyauté en uniforme ne survit pas toujours aux exigences de l'instinct de survie. C'est dans ce vide qu'il a choisi de disparaître. Il aurait pu chercher un autre poste, peut-être dans la formation privée, ou le conseil tactique, mais il a décidé de suivre une voie différente, celle de l'invisibilité volontaire. Il a accepté le poste de concierge à Fort Harrington, où personne ne connaissait son passé. À première vue, cette décision semblait étrange, presque contradictoire. Pourquoi rester dans un environnement si proche de celui qui avait causé sa chute? Mais pour Elias, cet endroit n'était pas seulement une caserne, c'était un terrain d'observation. Pendant 6 ans, il a parcouru les couloirs, les salles et les cours sans se faire remarquer. Il nettoyait, rangeait, réparait, tout en observant. Il assistait aux entraînements, s'imprégnait des changements dans la culture interne, voyait l'ascension et la chute de nouveaux officiers. C'était comme s'il étudiait un échiquier, attendant que les pièces bougent pour révéler un schéma. Cet état d'attente n'était pas de la passivité, mais de la préparation. Chaque jour était une brique de plus dans le mur de patience qu'il érigeait en lui. Certains interprétaient son attitude réservée comme de la soumission. Certains le regardaient avec dédain, pensant que sa présence là-bas était le résultat d'une vie sans ambition. D'autres le traitaient avec l'indifférence réservée à ceux qui ne représentent ni pouvoir ni menace. Elias, cependant, ne réagissait pas aux provocations et ne cherchait pas à corriger ses perceptions. Il savait que le fait d'être sous-estimé était, paradoxalement, son plus grand avantage. Il y avait néanmoins des moments où le passé refaisait surface. Un bruit particulier, le craquement d'un tatami sous l'impact, l'écho sec de pas fermes, suffisait à raviver des souvenirs. Il se souvenait de la chaleur extrême des matins dans les zones de conflit, du poids de l'équipement sur son corps, de la pression dans ses muscles pendant les entraînements épuisants. Il se souvenait également des conversations échangées avant les opérations, des promesses de revenir vivant et des expressions de ceux qui lui faisaient confiance sans hésiter. Ces souvenirs ne lui inspiraient pas une douce nostalgie, mais une conscience claire que la même force et la même discipline étaient toujours présentes en lui. Son travail de concierge était en quelque sorte devenu son propre entraînement. Il restait en forme, sans en faire étalage, exécutant chaque mouvement avec une précision calculée, même pour des tâches simples comme déplacer un meuble lourd ou atteindre un endroit en hauteur pour nettoyer. Le corps n'oublie pas ce qu'il a appris à force d'efforts, et le sien portait en lui le souvenir d'années de combat, cachés sous des gestes routiniers. À Fort Harrington, Elias observait également des figures d'autorité telles que Victor Sloan. Il reconnaissait le type, des hommes qui,
après un passé fragile, avait bâti un empire personnel fondé sur le respect, basé davantage sur le contrôle psychologique que sur la pure habileté physique. Il ne le sous-estimait pas, mais il n'était pas intimidé non plus. Pour Elias, un combat ne commençait pas au moment du premier mouvement. Il commençait bien avant, dans l'observation silencieuse de l'adversaire, dans la compréhension de ses motivations et de ses faiblesses. Peu à peu, sa présence invisible devint un élément fondamental de son plan non déclaré. Il ne cherchait pas la rédemption à travers des discours ou des appels. Il ne voulait rien prouver au système qu'il avait rejeté. Son objectif était plus intime, retrouver pour lui-même la certitude qu'il était encore capable de relever n'importe quel défi, même s'il se présentait sous l'apparence d'une routine banale. Ce que personne ne savait, c'est que derrière son regard calme, Elias cachait une conviction inébranlable. La véritable force n'a pas besoin d'être constamment affichée pour exister. Il savait qu'au moment venu, il aurait l'occasion de montrer, non pas au public, mais à lui-même, qu'aucune injustice n'avait le pouvoir d'effacer ce qu'il avait construit au fil des ans. Et quand ce moment arriverait, il n'aurait pas besoin de préparer un discours. Ses actes parleraient d'eux-mêmes. Le jour où Victor Sloan l'appela au centre du tatami fut une surprise pour tous les autres. Pour Elias, ce fut simplement l'ouverture d'une porte qu'il observait depuis longtemps. Il ne voyait pas cela comme une occasion d'humilier quelqu'un ou de se venger immédiatement. Il y voyait l'occasion parfaite de mesurer concrètement ce qu'il était devenu après des années de silence. Plus que d'affronter le colonel, Elias allait s'affronter lui-même. Et cela, pour lui, était le véritable combat. L'après-midi à Fort Harrington se déroulait comme tous les autres. Le gymnase principal, avec ses hauts murs et ses longs tubes fluorescents, dégageait l'odeur familière du tatami chauffé par l'usage et du tissu humide des uniformes d'entraînement. Le colonel Victor Sloan menait une nouvelle démonstration de jiu-jitsu, entouré de jeunes recrues et de quelques vétérans qui, bien que déjà diplômés, assistaient à ses cours comme on assiste à une cérémonie. Il se déplaçait avec l'assurance de celui qui maîtrise l'espace, expliquant les mouvements avec des gestes fermes et précis, chaque pas marqué par le rythme contrôlé de sa respiration. Les soldats étaient disposés en demi-cercle, attentifs, absorbant chaque instruction. Sloan parlait d'équilibre, de levier, de contrôle du poids, mais surtout de maîtrise, non seulement de l'adversaire, mais aussi du moment. Son attitude était celle d'un maître qui ne se contente pas d'enseigner. Il voulait aussi affirmer devant tous que sa présence était incontestable. Dans les yeux des personnes présentes, on pouvait lire un mélange d'admiration et de crainte, comme si le moindre faux mouvement pendant la démonstration pouvait entraîner une humiliation publique. C'est dans ce contexte que Sloan, après avoir terminé un coup avec son partenaire d'entraînement, fit une pause. Son regard balaya la salle, passant lentement sur chaque visage. C'était une habitude chez lui, choisir avec soin le prochain élément à entrer en scène, non seulement pour servir d'exemple technique, mais aussi comme cible d'une leçon indirecte sur la hiérarchie et le contrôle. Les yeux du colonel se fixèrent, pendant quelques instants, sur un point dans le coin du gymnase. Là se trouvait Elias Carter, le concierge, agenouillé près du mur, ramassant un chiffon et un seau d'eau. L'homme semblait absorbé par sa tâche, indifférent à l'agitation au centre du tatami. Sa présence n'avait rien de nouveau. Il nettoyait souvent les locaux, même pendant les entraînements, sans causer d'interruption. Mais à ce moment-là, le regard de Sloan s'attarda sur lui plus longtemps que d'habitude. Le silence qui précéda le choix fut bref, mais suffisant pour créer une attente. Le colonel leva la main et désigna Elias. Sa voix trancha l'air avec clarté. « Toi, là, le nettoyeur, viens ici. » L'effet fut immédiat. Les recrues échangèrent des regards rapides, certains exprimant la surprise, d'autres laissant échapper un léger sourire. L'idée de voir le concierge, un homme qui échangeait rarement un mot avec qui que ce soit, affronter le colonel sur le tatami avait quelque chose d'inhabituel, et pour certains, même de comique. La tension qui régnait dans le gymnase prit une nouvelle dimension, comme si le public était sur le point d'assister à un événement rare. Elias, cependant, n'hésita pas. Il se leva calmement, posa le seau et le chiffon dans un coin et se dirigea vers le centre. Son pas n'était ni précipité, ni traînant. Il y avait en lui une constance qui semblait étrangère au regard évaluateur du colonel et aux attentes du public. En arrivant devant Sloan, il resta debout, le regardant directement, mais sans afficher de défi. Le colonel, les bras croisés, l'étudiait de haut en bas. Son intention n'était pas seulement de choisir un adversaire occasionnel pour la démonstration. Ce choix portait un message pour tous. Personne n'était hors de sa portée. Il voulait que les soldats voient comment la force et la discipline militaire pouvaient soumettre n'importe qui, même quelqu'un qui vivait en marge de la structure hiérarchique, sans uniforme, sans insigne et sans la légitimité que conférait l'uniforme. Nous allons leur montrer ce qui se passe quand la discipline rencontre. Il fit une pause calculée, laissant le silence compléter sa phrase. Quelqu'un comme vous. Quelques rires discrets s'échappèrent de l'auditoire. Ils n'étaient ni francs ni scandaleux, mais ils étaient empreints de cette légère malice de ceux qui croient déjà connaître le résultat. Sloan savait provoquer cette réaction. Il comprenait qu'en faisant d'Elias son adversaire, il renforçait le contraste. Un homme avec des décennies de technique et de prestige contre quelqu'un qui,
aux yeux du groupe, ne possédait aucune de ces qualités. Elias resta immobile pendant quelques secondes. Ses yeux ne montraient aucune indignation, mais il y avait une intensité silencieuse dans son regard, comme si chaque détail autour de lui était enregistré et traité. Il n'avait pas besoin de répondre verbalement. Le simple fait d'entrer sur le tatami était déjà une acceptation implicite du défi. Les spectateurs s'attendaient à une démonstration rapide, peut-être avec une finition en quelques secondes, quelque chose qui réaffirmerait la réputation du colonel. Certains imaginaient déjà la scène commentée après coup, transformée en une nouvelle histoire sur l'invincibilité de Sloan. Mais pour Elias, ce moment avait une autre signification. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit au public ou pour revendiquer une place dans le monde militaire qu'il avait laissé derrière lui. Pour lui, entrer dans ce cercle de combat était une façon de mesurer clairement qui il était maintenant. Il n'y avait ni précipitation ni anxiété. Juste une perception très claire de ce que cet instant représentait. Tout le gymnase semblait suspendu à cet échange silencieux entre les deux hommes. Les recrues se penchaient légèrement en avant pour mieux voir. Les vétérans plus expérimentés gardaient les bras croisés, essayant de deviner s'il y avait quelque chose derrière l'apparent déséquilibre entre les adversaires. Les lampes projetaient de longues ombres sur le tatami, créant un cadre presque théâtral pour la scène. Sloan recula de quelques pas, ajustant la distance. Sa posture indiquait qu'il était prêt à commencer, mais il n'allait pas attaquer immédiatement. Il voulait d'abord établir le récit, montrer à tout le monde qu'il contrôlait la situation depuis le début. Elias se contenta de hausser légèrement les épaules pour relâcher la tension, puis positionna ses pieds naturellement, comme si ce geste était aussi routinier que la tâche qu'il accomplissait quelques minutes auparavant. Ce contraste à lui seul avait déjà modifié l'énergie dans la pièce. La situation n'était plus seulement une démonstration technique. Elle s'était transformée en un moment chargé de sens, où deux histoires très différentes se croisaient. Pour Sloan, c'était un nouveau chapitre dans l'affirmation de son pouvoir. Pour Elias, c'était l'ouverture d'une opportunité qu'il n'avait pas demandée, mais qu'il reconnaissait comme inévitable. Et tandis que le gymnase retenait son souffle, un accord tacite semblait flotter dans l'air. Quelle que soit l'issue, ce qui allait se passer resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui assistaient à la scène. Le cercle des observateurs se resserrait autour du tatami. Les rangées de recrues et de vétérans restaient immobiles, mais tous les regards étaient rivés sur le centre, comme s'ils craignaient de perdre le moindre détail. L'espace, qui auparavant vibrait au rythme des instructions du colonel, battait désormais à un rythme différent, plus lent, plus dense, comme si le temps avait décidé d'avancer prudemment, sentant le poids de ce qui allait se passer. Victor Sloan fit le premier pas, et ce n'était pas seulement physique. Il était également psychologique. Il avança en inclinant légèrement le torse, les épaules projetées vers l'avant, donnant l'impression que l'impact allait survenir à tout moment. Ses pieds touchaient le tatami de manière silencieuse et contrôlée, mais avec une fermeté qui rappelait celle d'un félin sur le point de bondir. C'était le langage corporel de quelqu'un qui s'était entraîné toute sa vie à dominer avant même d'attaquer. Elias Carter, quant à lui, ne recula pas d'1 centimètre. Ses yeux suivaient chaque micro-ajustement du corps du colonel, la contraction des muscles de son avant-bras, le déplacement presque imperceptible de son poids vers la jambe droite, le contrôle rigoureux de sa respiration. Pour la plupart, c'étaient des détails invisibles. Pour Elias, c'étaient des signes aussi clairs que des mots imprimés sur une page. Il ne voyait pas seulement un homme qui avançait. Il voyait la chaîne de mouvements qui était sur le point de se dérouler, l'intention derrière la posture, et même le souvenir des entraînements passés reflétés dans la confiance de son adversaire. Le colonel lança la première attaque. Ce n'était pas un coup d'exploration, de ceux qui testent la distance et la réaction de l'adversaire. Il était direct, décidé, une invitation au déséquilibre. Il opta pour une projection classique, la même qui avait fait tomber des dizaines d'adversaires dans le passé. Une avancée rapide, les mains fermement agrippées au col et à la manche de l'adversaire, un pivot précis des hanches et une impulsion calculée pour que le corps d'Elias soit soulevé et projeté au sol. C'était un mouvement perfectionné par le temps, répété des milliers de fois, ajusté à la perfection. Mais la perfection technique ne garantit pas l'effet souhaité lorsqu'elle se heurte à une défense tout aussi perfectionnée. Elias n'a pas résisté directement à la force. Au contraire, il a utilisé la propre avancée du colonel contre lui. Son pied gauche s'est déplacé avec le naturel de quelqu'un qui change de position pour observer quelque chose, mais cette subtilité a dévié l'axe de l'attaque. Dans le même temps, une légère torsion des épaules a relâché la pression sur la manche, et son corps, au lieu d'être soulevé, a glissé sur le côté, libérant l'espace dont Sloan avait besoin pour terminer son projection. Le résultat fut instantané. Là où le colonel s'attendait à sentir le poids de son adversaire se soulever, il ne trouva que le vide.
et le flux d'un mouvement qui ne cadrait plus avec sa stratégie initiale. Elias n'a pas riposté immédiatement. Il s'est contenté de repositionner ses pieds, en gardant ses distances et son équilibre, comme si l'échange n'avait été qu'une danse et non une tentative de renversement. Ce premier dénouement silencieux produisit un effet curieux sur le public. Beaucoup avaient vu Sloan mettre ses adversaires à terre, avec ce coup précis en moins de 3 secondes. C'était presque sa signature, un geste qui traduisait autant son habileté que son intimidation. Le voir neutralisé, même sans spectacle, c'était comme assister à l'ouverture d'une fissure invisible dans un mur que tout le monde croyait infranchissable. Sloan, cependant, ne montra aucune frustration. Au contraire, un léger haussement de sourcils indiqua qu'il avait interprété la défense comme un défi digne de lui. Le colonel ajusta sa posture, changea l'appui de ses jambes et lança une deuxième attaque, moins linéaire cette fois-ci. Il incorpora une série de petits mouvements circulaires, cherchant à inciter Elias à ouvrir un espace pour une entrée latérale. Ses mains bougèrent de manière trompeuse, suggérant tantôt une attaque haute, tantôt un crochet bas, mais revenant toujours rapidement à l'axe central. Elias observait tout avec la même patience qu'un chasseur expérimenté qui suit l'approche d'une proie. Il ne tombait pas dans les pièges du rythme, ne réagissait pas au premier stimulus apparent. Il attendait le moment où le colonel engagerait réellement son poids et sa base, l'instant où l'intention serait plus forte que le déguisement. Lorsque ce moment arriva, l'échange fut encore plus subtil. Sloan avança son genou, cherchant à réduire la distance et à bloquer la hanche d'Elias. En réponse, Elias a légèrement tourné le torse, se déplaçant vers un point où la force du coup se dissipait. Le contact était minime, mais suffisant pour qu'Elias sente la pression et guide le mouvement du colonel hors de son axe. Une fois de plus, il n'y a pas eu de contre-attaque immédiate. Elias montrait clairement qu'il contrôlait son temps. Pour les spectateurs, l'absence de coup décisif pouvait sembler être de la retenue, mais pour ceux qui comprenaient le combat, c'était la signature d'un jeu mental profond. Ce qui se déroulait sur le tatami avait déjà dépassé la barrière physique et était entré dans le domaine où l'on teste la patience, la lecture et l'adaptation. Le colonel a pris une profonde inspiration, les muscles de son cou tendus. Pour la première fois depuis le début de la démonstration, il a compris qu'il allait devoir ajuster son approche. Les attaques directes, qui avaient si souvent fonctionné, n'avaient pas le même effet contre Elias. L'homme en face de lui ne se contentait pas de réagir avec précision. Il semblait anticiper ses mouvements, comme s'il avait étudié chacun de ses pas avant même de monter sur le tatami. Le public n'avait plus l'air aussi détendu qu'au début. La tension était différente, plus intense. Ce qui avait commencé comme un exercice de démonstration se transformait lentement en un véritable duel, et tout le monde s'en rendait compte. Les respirations retenues et les postures rigides reflétaient les efforts de toute une salle pour suivre le rythme des mouvements. Sloan a lancé la troisième attaque avec la vitesse d'un coup précis, réduisant la distance entre eux. Elias, au lieu de reculer, a avancé d'un demi-pas, heurtant légèrement l'épaule du colonel et brisant le rythme attendu. Ce contact, simple mais précis, a empêché la prise parfaite et a permis à Elias de pivoter et de se repositionner sur le côté. Il n'y avait ni précipitation, ni anxiété, seulement l'application précise de la force et de la technique au moment opportun. Les premiers mouvements avaient clairement montré quelque chose que peu auraient osé dire à voix haute. Ce combat ne se déroulerait pas comme le colonel l'avait prévu. Et tandis que la tension montait, ce que l'on voyait sur le tatami n'était pas seulement un échange de coups, mais la rencontre de deux trajectoires de vie, deux philosophies sur la force et le contrôle qui s'affrontaient en silence devant tout le monde. Au début, lorsque le colonel Victor Sloan a désigné Elias Carter, l'atmosphère a réagi de manière presque automatique. Petits rires étouffés, regards échangés rapidement, certitude silencieuse que le gardien, connu uniquement pour sa présence discrète dans les couloirs, serait réduit à un exemple facile sur le tatami. La réputation de Sloan fonctionnait comme un scénario déjà écrit. Tout le monde connaissait l'issue attendue. Mais ce scénario a commencé à s'effriter dès les premières minutes du combat. La neutralisation de l'attaque initiale du colonel, si naturelle et si nette, n'est pas passé inaperçu aux yeux attentifs. Ce qui semblait pour certains un hasard ou un coup de chance a pris une autre dimension lorsque Elias a répété l'exploit lors de la deuxième attaque. Il ne se contentait pas de résister. Il y avait une maîtrise dans la façon dont il esquivait, une maîtrise qui n'était pas le fruit de l'improvisation. Le changement de perception a commencé de manière subtile. Certains regards, qui auparavant avaient une certaine lueur d'amusement, sont devenus plus sérieux, suivant chaque pas, chaque ajustement de posture. L'un ou l'autre recrue a redressé la colonne vertébrale, comme s'il avait besoin de se repositionner pour mieux voir. Les plus expérimentés
ceux qui avaient déjà ressenti le poids d'un combat réel, percevaient qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Elias ne se contentait pas d'éviter d'être renversé. Il menait le combat sur un terrain où la précipitation et la force brute perdaient toute leur valeur. Victor Sloan, bien qu'il gardât son expression sous contrôle, avait déjà changé de respiration. Pas de fatigue, mais de concentration. Il était face à un adversaire qui ne correspondait pas au profil habituel. Elias ne se laissait pas intimider par son approche, ne réagissait pas de manière prévisible et, surtout, ne laissait aucune ouverture. Pour le colonel, cela exigeait des ajustements constants et ce simple fait suffisait déjà à intriguer le public. À chaque changement de mouvement, la salle semblait plus silencieuse. Pas le silence initial d'attente, mais un silence qui naît lorsque l'attention est captée par quelque chose qui va à l'encontre de la logique. Les rires ont disparu. Les conversations parallèles ont cessé. Même le bruit des respirations semblait s'aligner sur le rythme du combat. Chaque déplacement sur le tatami produisait un impact émotionnel visible. Sourcils froncés, regards perçants, têtes inclinées pour mieux suivre les mouvements. Parmi les personnes présentes, il y avait également un groupe de vétérans qui connaissaient, même partiellement, le langage utilisé par Elias. Ils reconnaissaient son équilibre précis, la façon dont il absorbait l'énergie de son adversaire et la transformait en vide, sa patience à attendre le bon moment. L'un d'eux, appuyé au fond de la salle, croisa les bras et se mit à observer avec un intérêt renouvelé. Il savait que ce type d'attitude ne s'acquiert pas avec des entraînements occasionnels. C'est le fruit d'années d'expérience, de répétitions inlassables, de situations réelles où la marge d'erreur est inexistante. Les recrues, moins expérimentées, ne comprenaient peut-être pas les détails techniques, mais elles ressentaient l'effet psychologique. Voir le colonel, la figure qui symbolisait pour eux l'invincibilité, neutraliser ses attaques avec tant de sérénité, éveillait quelque chose de nouveau, le doute. Pas le doute corrosif qui détruit, mais le doute qui remet en question les récits absolus. Si un homme apparemment ordinaire pouvait résister ainsi, peut-être y avait-il d'autres couches à cette histoire qu'il ne connaissait pas. L'espace physique lui-même semblait refléter ce changement. Les lumières, qui éclairaient auparavant un spectacle unilatéral, révélaient désormais un scénario de lutte équilibrée. Le tatami n'était plus seulement une scène pour démontrer sa technique. Il était devenu un champ d'étude, où chaque regard tentait de déchiffrer ce qui se passait. Sloan avança à nouveau, cette fois avec une combinaison plus agressive, essayant de forcer Elias à réagir de manière défensive. Le public retint son souffle. Et puis, une fois de plus, Elias absorba l'attaque, se déplaça et resta debout, sans signe d'effort excessif. C'est à ce moment-là que certains des spectateurs ont échangé des regards qui n'étaient plus amusés, mais reconnaissants, comme ceux qui comprennent qu'ils sont face à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Cette transformation collective n'était pas spectaculaire, mais profonde. C'était comme regarder un tableau être peint, avec des couleurs auxquelles personne ne s'attendait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout le monde se rende compte qu'il ne s'agit pas de l'œuvre qu'ils avaient imaginée au début. L'image du colonel en tant que figure inébranlable demeurait, mais elle partageait désormais l'espace avec celle d'un homme qui, quelques minutes auparavant, était invisible et qui, soudainement, faisait preuve d'une force qui n'avait pas besoin de titre pour se soutenir. Dans les coins les plus reculés du gymnase, quelques téléphones portables ont commencé à être discrètement levés. Ce n'était pas seulement pour enregistrer le combat, mais pour garder la preuve qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'inhabituel. Le brouhaha initial avait disparu, remplacé par l'attente silencieuse de voir jusqu'où cela allait aller. Les regards, auparavant tournés uniquement vers Sloan, étaient désormais partagés. Une partie de l'attention était toujours portée sur le colonel, mais une nouvelle partie, de plus en plus importante, se fixait sur Elias. Les gens voulaient comprendre qui il était, d'où venait cette habileté, pourquoi il ne s'était jamais révélé auparavant. Cette curiosité silencieuse, presque révérencieuse, était le véritable baromètre du changement en cours. Elias lui-même semblait étranger à cette transformation collective. Son attention était exclusivement tournée vers son adversaire, vers les micro-ajustements de sa posture, vers les opportunités qui apparaissaient et disparaissaient en une fraction de seconde. Mais sans s'en rendre compte, il avait déjà franchi une barrière invisible, celle de la perception. Il n'était plus considéré comme un simple figurant dans la démonstration du colonel. Il était désormais un concurrent légitime, capable de défier le discours établi. Et tandis que le combat se poursuivait, les spectateurs n'avaient plus l'impression d'assister à une leçon unilatérale. Ils avaient plutôt le sentiment d'être témoins d'un événement rare, dont l'issue était incertaine pour les deux camps. Cette nouvelle perception ne faisait pas seulement monter la tension dans la salle, elle amplifiait également l'importance de chaque mouvement à venir. Le
combat avait dépassé le stade des apparences. Ce qui avait commencé comme un exercice public visant à renforcer l'autorité du colonel Victor Sloan se transformait désormais en un duel silencieux de stratégie, chaque mouvement ayant un poids que seuls ceux qui avaient une expérience réelle pouvaient déchiffrer. Le public, auparavant confiant dans l'issue prévisible, observait désormais avec une attention presque révérencieuse, essayant de comprendre comment un homme jusqu'alors invisible pouvait résister et riposter avec une telle précision. Elias Carter restait au centre du tatami avec la même posture tranquille qu'à son entrée. Mais cette sérénité n'était pas de la passivité. Il menait le combat comme un chef d'orchestre qui contrôle le tempo de la musique. Il n'y avait aucun geste superflu. Chaque déplacement du pied, chaque inclinaison du torse, chaque ajustement des épaules était calculé pour annuler l'élan de son adversaire et le laisser exposer. Son expérience lui avait appris que le combat n'est pas seulement une question de force, mais avant tout l'art de créer et de refuser des opportunités. Sloan, quant à lui, commençait à ressentir le poids psychologique de cette dynamique. Ce n'était pas la fatigue physique qui le dérangeait, mais le fait que ces enchaînements traditionnels, ceux qui avaient mis à terre des dizaines d'adversaires, ne trouvaient tout simplement pas le moyen de se concrétiser. Le colonel ajustait ses angles, variait ses prises, modifiait le rythme de ses assauts, mais Elias s'adaptait à chaque tentative avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà affronté des styles différents et des situations bien plus imprévisibles. Le public commença à percevoir une tendance. Elias ne se contentait pas de défendre, il démantelait la structure des attaques avant qu'elles ne soient menées à bien. Lorsque Sloan tentait une avancée sur le côté droit, Elias déplaçait subtilement sa base, forçant le colonel à perdre sa ligne de force. Lorsque le coup venait d'en haut, il ne reculait pas, mais s'approchait, bloquant l'espace et obligeant Sloan à abandonner son mouvement. C'était une partie d'échec physique, où chaque pièce était déplacée pour désarmer la stratégie adverse avant qu'elle ne devienne une menace réelle. L'efficacité d'Elias résidait dans sa capacité à faire beaucoup avec très peu. Une touche sur le poing pour briser le contrôle de la prise, un léger mouvement de hanche pour annuler l'effet de levier, un pas sur le côté pour vider l'impact. Il n'avait pas besoin de démontrer une puissance explosive, car sa lecture du combat lui permettait d'agir avant que la force brute ne fasse effet, et cela, pour ceux qui s'y connaissaient en combat, était encore plus impressionnant qu'un coup spectaculaire. À chaque tentative infructueuse, Sloan était contraint de s'exposer un peu plus. De petites ouvertures apparaissaient lorsqu'il s'élançait plus précipitamment, essayant de surprendre son adversaire. Elias profitait de ces failles, non pas pour attaquer immédiatement, mais pour accumuler l'avantage. C'était comme s'il construisait un récit au sein même du combat, laissant le colonel réaliser peu à peu que le contrôle lui échappait. Cette approche a commencé à modifier non seulement le comportement de Sloan, mais aussi celui du public. Les spectateurs, qui étaient initialement divisés entre ceux qui encourageaient silencieusement le colonel et ceux qui étaient intrigués par le gardien, penchaient désormais vers un sentiment plus uniforme, l'admiration. Il était impossible d'ignorer la maîtrise avec laquelle Elias lisait chaque mouvement, anticipait chaque intention et désarmait chaque tentative. Le moment qui a consolidé cette perception est venu lorsque Sloan a tenté une double combinaison, associant une fausse entrée de hanche à un balayage de jambes. Il s'agissait d'une technique avancée, conçue pour tromper la défense et créer un chemin rapide vers la finition. Mais dès qu'il a amorcé le mouvement, Elias a reconnu son intention dans le déplacement du poids et a répondu par une contre-attaque parfaitement équilibrée, un blocage bas avec le genou et une rotation de l'épaule qui les a replacés tous les deux au centre du tatami, annulant la séquence avant même qu'elle ne prenne de l'ampleur. Cet épisode a provoqué une réaction visible dans le public, non pas en termes de bruit, mais d'expression. Les visages se sont tournés les uns vers les autres, comme pour confirmer qu'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel. Le colonel avait été interrompu non pas à la fin de l'attaque, mais dans sa conception, comme si Elias avait lu dans ses pensées et fermé la porte avant qu'il ne puisse la franchir. Elias ne se laissait pas emporter par le moment. Il continuait à respirer de manière rythmée, le regard concentré et le corps prêt. Il savait que démanteler techniquement son adversaire, c'était aussi le démanteler mentalement. Chaque attaque frustrée augmentait la pression psychologique sur Sloan, l'obligeant à repenser non seulement l'exécution, mais toute son approche. Le colonel, quant à lui, commençait à montrer des signes discrets de cette pression. De petites contractions de la mâchoire, des ajustements rapides du nœud de sa ceinture, un regard plus fixe qui trahissait sa tentative de trouver une solution immédiate. Il n'était plus face à un adversaire improbable, mais à un véritable défi qui exigeait un niveau d'adaptation qu'il avait rarement besoin d'atteindre lors de démonstrations publiques. Pour les plus jeunes spectateurs, c'était une leçon vivante. Ils voyaient que la force physique
à elle seule, ne garantissait pas la domination. Le contrôle venait de la lecture de l'adversaire, de la capacité à anticiper et à réagir avec une économie de mouvement. Pour les vétérans, c'était la confirmation de quelque chose qu'ils savaient déjà. La véritable habileté est invisible jusqu'au moment où il devient impossible de l'ignorer. Elias, consciemment ou non, était en train de réécrire l'histoire devant tout le monde. En démantelant techniquement chaque tentative de Sloan, il ne se contentait pas de se défendre. Il montrait que les hiérarchies et les réputations ne peuvent remplacer la compétence authentique. À ce moment-là, le tatami ne reconnaissait ni les insignes, ni les années d'expérience. Il ne reconnaissait que la clarté et la précision de celui qui savait ce qu'il faisait. Lorsque le colonel recula légèrement pour réévaluer la situation, il y eut une brève pause dans le combat. Ce n'était pas le genre de pause qui indique la fatigue, mais plutôt celle de quelqu'un qui comprend qu'il doit changer radicalement de stratégie. Pour Elias, cet instant fut une confirmation supplémentaire. Le démantèlement technique ne s'achevait pas seulement dans le corps de son adversaire, mais aussi dans son esprit. Et ainsi, avec des mouvements contenus, sans fanfare, Elias Carter avait réussi quelque chose que peu auraient osé tenter. Faire abandonner au colonel Victor Sloan, ne serait-ce qu'un instant, la certitude absolue qu'il avait le contrôle. Et cet exploit, plus que n'importe quel coup spectaculaire, était ce qui commençait réellement à réécrire l'histoire que tout le monde s'attendait à voir ce jour-là. Le combat avait atteint un point où la tension n'était plus seulement physique, mais presque palpable dans l'air. Le cercle de spectateurs autour du tatami n'affichait plus la confiance initiale de ceux qui croyaient à un résultat évident. À présent, tous les regards étaient rivés sur les deux hommes, comme si la respiration même de la salle était dictée par le rythme de ce duel. Victor Sloan, malgré son attitude ferme, savait qu'il se trouvait dans une situation rare. Son expérience lui disait que lorsque l'autorité est remise en question et que le contrôle commence à lui échapper, il y a deux options, battre en retraite ou doubler la mise. Et battre en retraite n'avait jamais été une option acceptable pour lui. Il se prépara donc à une attaque qui ne laisserait aucune place à l'interprétation. Un mouvement destiné à mettre fin au combat de manière rapide et incontestable. Il se repositionna au centre, ajustant le poids de son corps et l'emprise de ses pieds, comme quelqu'un qui s'ancrerait avant de sauter. Ses épaules se détendirent un instant, avant de se projeter avec une explosion contenue. L'attaque fut fulgurante. Une entrée rapide au niveau des hanches, visant à déséquilibrer Elias et à provoquer une chute violente. C'était la synthèse d'années de pratique, l'exécution impeccable d'une technique qui avait déjà mis fin à d'innombrables affrontements. Mais Elias ne réagit pas comme les autres adversaires qui avaient succombé à cette attaque. Au moment précis où il sentit la pression sur sa hanche, il pivota légèrement son corps pour vider la force et, d'un mouvement presque imperceptible, redirigea l'énergie vers le côté opposé. Ses pieds, fermement ancrés sur le tatami, servirent de base à la transition. Un rapide ajustement de la hanche et, en un instant, les positions s'inversèrent. Sloan, qui avançait pour dominer, se retrouva déséquilibré, son poids projeté vers l'avant sans soutien suffisant. C'est alors qu'Elias appliqua la projection décisive. Il n'y avait pas d'urgence, seulement la précision de celui qui savait exactement où et comment toucher pour que son adversaire n'ait aucune chance de résister. Ses mains guidèrent le corps du colonel et la gravité fit le reste. L'impact du corps de Sloan contre le tapis a résonné dans le gymnase, un son sec qui a coupé l'air et s'est gravé dans la mémoire de tous. Le colonel a immédiatement tenté de réagir, mais Elias a gardé le contrôle. Sa transition vers l'immobilisation a été fluide, presque chorégraphiée. Un rapide pivot, le poids parfaitement réparti, et Sloan s'est retrouvé coincé, ses mouvements limités. Il tenta néanmoins de s'échapper, cherchant un espace pour rouler et reprendre sa position d'attaque. Elias anticipa, fermant fermement la brèche et maintenant une pression constante, mais sans brutalité. Le public était dans un silence absolu. Ce n'était pas le silence détendu de tout à l'heure, mais celui qui accompagne les moments décisifs, où tout le monde comprend que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Elias s'est alors avancé pour terminer le combat. Sa main a glissé le long du col de son adversaire et s'est ajustée dans la prise. Son bras a exercé une pression calculée avec précision. La respiration du colonel s'est accélérée. C'est à ce moment-là que Sloan a compris que le combat avait changé de propriétaire. Malgré tous ses efforts pour trouver une issue, chacun de ses mouvements était anticipé et neutralisé. Elias n'était pas seulement en train d'appliquer une technique, il était en train de conclure un processus qui s'était construit dès la première seconde du combat. La résistance ne dura que quelques instants. Le corps du colonel, incapable de s'échapper,
céda. Ses mains frappèrent le bras d'Elias, signe universel de reddition sur le tatami. Le son de ce contact sembla plus fort qu'il ne l'était en réalité, amplifié par l'impact émotionnel qu'il véhiculait. Elias lâcha immédiatement prise et recula avec le même calme qu'il avait gardé tout au long du combat. Il n'y avait ni exaltation, ni célébration. Il s'est simplement relevé, a ajusté sa combinaison et a fait un pas en arrière, laissant le colonel libre de se ressaisir. La posture d'Elias transmettait quelque chose de plus fort que n'importe quel geste de victoire. Elle transmettait le respect de soi et du moment présent. Sloan est resté allongé un bref instant, fixant le plafond du gymnase. Il était rare de le voir dans cette position, non pas à cause de l'inconfort physique, mais à cause du poids symbolique. Lorsqu'il se releva enfin, son expression n'était pas de colère, mais d'une conscience silencieuse que le récit avait changé. L'invincibilité qu'il portait comme un bouclier avait été brisée devant tout le monde, non pas par un coup de chance, mais par une domination incontestable. Les spectateurs ont mis quelques secondes à réaliser ce qu'ils venèrent de voir. Il n'y a pas eu d'applaudissements immédiats, ni de manifestations bruyantes. C'était comme si chacun avait besoin d'intérioriser la signification de ce qui venait de se passer. Le combat qui avait commencé comme une démonstration unilatérale s'était terminé comme un tournant, un point de basculement dans la perception collective de ce que signifie réellement la force. Pour Elias, cette victoire n'avait pas pour but d'humilier le colonel ou de gagner l'approbation du public. Il s'agissait de valider, pour lui-même, tout ce qu'il avait vécu et enduré pour en arriver là. Chaque injustice, chaque jour passé dans le silence, chaque regard méprisant qu'il avait supporté, tout cela avait trouvé une réponse au centre de ce tatami. Le colonel, encore essoufflé, fit un pas en avant. Le contact visuel entre les deux hommes fut direct, sans besoin de mots. Il y avait là une reconnaissance mutuelle, peut-être pas d'amitié, mais de respect. Elias avait prouvé que la vraie force n'avait pas besoin d'être annoncée, et Sloan, en le ressentant dans sa chair, savait que cette leçon resterait gravée dans sa mémoire pendant longtemps. Alors que le public commençait à se disperser lentement, la scène restait suspendue dans l'air. Ce n'était pas seulement le fait qu'un concierge ait vaincu un colonel au sommet de son autorité, c'était la manière dont cela s'était produit. Sans fanfare, sans agressivité gratuite, avec la précision et le contrôle de celui qui comprend que gagner, c'est plus que vaincre, c'est transformer le moment en quelque chose de plus grand. Ainsi, la défaite sur le tatami n'était pas seulement celle de Victor Sloan, c'était la défaite d'un récit construit sur l'intimidation et le mythe de l'invulnérabilité. Et pour beaucoup de ceux qui ont assisté à la scène, c'était aussi la naissance d'une nouvelle façon de comprendre le respect à l'intérieur de ces murs. Le tatami était encore chargé de l'énergie intense de ce qui venait de se passer. La défaite du colonel Victor Sloan n'était pas seulement un événement physique, elle résonnait dans l'esprit de tous ceux qui en avaient été témoins. Le cercle des spectateurs ne bougeait pas. Certains restaient les bras croisés, d'autres les mains dans les poches, mais tous gardèrent les yeux fixés sur Elias Carter, comme s'ils cherchaient en lui les réponses à une énigme qui quelques minutes auparavant n'existait même pas. Elias lui-même semblait insensible à la pression silencieuse qui l'entourait. Après avoir relâché le colonel, il marcha lentement vers le bord du tatami, comme s'il venait de terminer une journée ordinaire. Son visage ne trahissait aucune trace de célébration. Ses mouvements étaient aussi contrôlés qu'ils l'avaient été pendant le combat. Ce calme ne faisait toutefois qu'accroître la curiosité collective. Victor Sloan, encore à bout de souffle, resta quelques secondes debout au centre, respirant profondément. Ses yeux suivaient Elias avec une attention différente, non plus celle d'un supérieur observant un subordonné, mais celle d'un homme qui venait de découvrir qu'il avait gravement sous-estimé quelque chose, ou quelqu'un. La tension qui émanait habituellement de lui semblait atténuée, remplacée par un poids plus introspectif. C'est alors qu'une voix venant de sur le côté rompit le silence. Ce n'était pas celle de Sloan, mais celle d'un des vétérans présents. « Qui êtes-vous, Carter ?» Le ton n'était ni sarcastique ni moqueur. C'était une question sincère, motivée par le besoin de comprendre ce que tout le monde venait de voir. Elias ne répondit pas immédiatement. Il garda les yeux fixés sur un point au sol, comme s'il se demandait s'il valait la peine de révéler ce qu'il avait gardé secret pendant des années. Lorsqu'il releva enfin la tête, son regard n'était pas vaniteux, mais empreint d'une ferme détermination. Sergent Elias Carter, 3e bataillon, 2e régiment d'infanterie, 3 missions au Moyen-Orient, instructeur de combat rapproché pour les unité d'opération spéciale. Le gymnase sembla absorber chaque mot comme s'il s'agissait d'un poids physique. Ce n'était pas seulement le contenu de la révélation, mais la façon dont elle se reliait à ce que tout le monde venait de voir. Soudain, les mouvements précis, le contrôle absolu et la lecture impeccable du combat prenaient tout leur sens. Ce n'était pas de l'improvisation ou du talent brut, c'était le résultat d'années d'entraînement, de discipline et d'expérience dans des situations où l'erreur n'avait pas droit à l'erreur. Les visages autour de lui changèrent. Certains recrues, qui quelques minutes
minutes auparavant voyaient Elias comme un homme ordinaire, le regardèrent maintenant avec un respect silencieux. Les vétérans, plus expérimentés, reconnaissaient immédiatement le poids de servir dans des unités d'élite et comprenaient qu'on n'arrivait pas à ce poste sans passer par un filtre rigoureux qui ne laissait passer que les plus compétents. Victor Sloan n'essaya pas de l'interrompre. Il resta où il était, écoutant, peut-être en train d'assimiler non seulement l'identité d'Elias, mais aussi l'impact que cette révélation aurait sur la structure qu'il maintenait dans le fort. Pendant des années, il avait été le centre incontesté de l'autorité et de la compétence au sein de ce tatami. À présent, devant tout le monde, un homme qui nettoyait les couloirs venait de montrer non seulement qu'il pouvait lui tenir tête, mais aussi qu'il avait un passé tout aussi remarquable, voire plus, que le sien. Elias, remarquant le silence qui suivait ses paroles, ajouta simplement « Le travail que je fais ici est mon choix ». Il n'expliqua rien de plus. Il ne parla pas du passé qui l'avait poussé à quitter le service actif, ni des raisons personnelles qui l'avaient amené à choisir un poste qui le maintenait à l'écart des regards. Paradoxalement, cette absence d'explication ne fit que renforcer le poids de sa révélation. Il n'y avait aucune justification, aucun discours d'autopromotion. Seul un fait était présenté à tous, pour être compris ou non. Un recrue dans un coin baissa discrètement le téléphone portable avec lequel il filmait. Il savait qu'après ce moment, la vidéo aurait une autre signification. Ce ne serait plus seulement l'enregistrement d'un combat improbable, mais d'une révélation capable de reconfigurer la façon dont tous les occupants du fort voyaient l'homme qui balayait le sol tous les jours. Le colonel fit un pas en avant. Le léger bruit de ses pas sur le tatami semblait plus fort dans le silence général. Il s'arrêta devant Elias et le regarda fixement, mais cette fois sans l'intensité intimidante qu'il avait l'habitude d'imposer. C'était un regard différent, comme s'il reconnaissait que la situation exigeait plus que l'autorité formelle. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent, simplement, et bien qu'aucun mot ne fût prononcé, il y avait une reconnaissance implicite, de soldat à soldat, de combattant à combattant. Lorsque Sloan s'éloigna, la tension dans la pièce changea. Elle ne disparut pas, mais cessa d'être le poids d'un défi pour devenir la densité d'un respect nouvellement formé. Elias n'avait pas demandé à être reconnu, mais d'une certaine manière, il avait gagné quelque chose que les titres et les grades ne peuvent en garantir. L'admiration de ceux qui avaient vu de leurs propres yeux ce dont il était capable. Cette révélation n'effaçait pas les années pendant lesquelles il avait été ignoré ou sous-estimé, mais elle changeait complètement la façon dont il serait perçu à partir de ce moment-là. Et pour ceux qui connaissaient la vie militaire, cela signifiait plus qu'une promotion ou un compliment. Cela signifiait que son nom avait désormais un poids, soutenu non pas par des histoires racontées, mais par des preuves apportées. Alors que les personnes présentes commençaient à se disperser lentement, commentant encore ce qu'elles avaient vu, Elias prit le seau et le chiffon qu'il avait laissé dans un coin avant le combat. Il reprit sa routine comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. C'était peut-être sa façon de réaffirmer que, malgré tout, il restait maître non seulement sur le tatami, mais aussi sur sa propre histoire. Et ce jour-là, le Fort Harrington a appris que la véritable force n'a pas besoin de s'annoncer pour exister. Elle attend simplement le bon moment pour se révéler. Et quand cela arrive, il est impossible de la voir de la même manière. La salle de sport était encore empreinte de ce silence lourd de sens. Celui qui reste après un événement qui change la façon dont tout le monde perçoit le monde qui l'entoure. Elias Carter venait de révéler une partie de lui-même, et cela suffisait à transformer l'atmosphère en un espace de réflexion. Mais personne ne s'attendait à ce que cet après-midi réserve encore un autre rebondissement. Parmi les visages du public, un homme qui était resté en retrait, presque caché par l'ombre projetée par les hautes poutres, fit un pas en avant. C'était Miguel Torres, ancien sergent des Marines, quelqu'un dont la présence dans ce gymnase n'était pas habituelle. Il portait sur ses épaules et dans son regard un poids différent de celui de toutes les autres personnes présentes. Son attitude n'était pas celle d'un spectateur curieux, mais celle de quelqu'un qui portait depuis longtemps quelque chose qui devait être dit. Torres marchait d'un pas ferme, sans se presser, mais avec la détermination de celui qui sait qu'il est en train de franchir une frontière personnelle. Il était vêtu simplement, sans uniforme, mais son expression trahissait quelque chose de plus fort que n'importe quel uniforme, la conviction de quelqu'un qui s'est préparé pendant des années pour ce moment. À mesure qu'il s'approchait du centre du tatami, les regards se tournaient vers lui, d'abord par curiosité, puis par reconnaissance. Certains des plus anciens se souvenaient de son visage, se souvenaient des histoires qui circulaient sur son départ précipité du service, des histoires qui n'avaient jamais été complètement élucidées, mais qui portèrent la marque d'un scandale étouffé. Elias l'observa s'approcher, sans changer d'expression. Il n'y avait aucune surprise, seulement une attention silencieuse. Il connaissait ce regard. C'était celui de quelqu'un qui venait mener son propre combat jusqu'au bout.
debout. Lorsque Miguel s'arrêta enfin au centre, à quelques pas de Sloane et Elias, la tension se fit à nouveau palpable dans l'air. Il tenait un dossier usé, froissé sur les bords, mais soigneusement conservé comme s'il s'agissait d'un objet d'une valeur inestimable. Ses doigts serrèrent le carton de la couverture comme s'il tenait quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser échapper. « Colonel Sloane », dit Miguel d'une voix claire et ferme, s'adressant à tout le monde dans le gymnase. « Cela fait des années que je porte cela. » Il ouvrit le dossier et en sortit un ensemble de documents, déjà jaunis par le temps, mais classés avec une précision presque militaire. Certains reconnurent le cachet officiel en haut des feuilles. D'autres ne virent que des lignes et des tampons, mais tous comprirent que ces documents avaient un poids considérable. Ce sont les dossiers qui prouvent qu'il y a des années, ma carrière a été détruite non pas à cause d'une erreur de ma part, mais à cause d'une accusation fabriquée de toutes pièces. Il fit une brève pause, regardant directement le colonel. Fabriquée par vous, pour couvrir une décision erronée que vous n'avez pas eu le courage d'assumer. Les mots tombèrent dans le gymnase comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des vagues instantanées. Certains présents échangèrent des regards surpris, d'autres gardèrent simplement les yeux fixés, absorbant chaque syllabe. Torres leva l'un des documents, le montrant à tous. Voici les signatures, les rapports modifiés, les dates. Pendant tout ce temps, j'ai gardé cela secret. J'ai attendu. Non pas parce que j'avais peur de le montrer, mais parce que je voulais le bon moment, le bon endroit, pour que tout le monde puisse entendre la vérité. Pendant qu'il parlait, la tension sur le visage de Sloane augmentait. Il n'y avait pas d'explosion de colère, mais la rigidité de sa mâchoire et son regard fixe montraient qu'il comprenait le poids de ce qui se passait. L'autorité qu'il avait exercée pendant des décennies était désormais remise en cause, non pas par des rumeurs ou des insinuations, mais par quelque chose de concret, quelque chose qui pouvait être touché et lu. Elias restait immobile, mais son attention était concentrée sur chaque détail. Il savait que ce n'était pas seulement le combat de Miguel, mais aussi l'effondrement d'une figure qui, pendant des années, s'était appuyée sur la peur et l'intimidation pour conserver sa position. La défaite sur le tatami avait révélé la fragilité physique de Sloane face à quelqu'un de préparé. Maintenant, Torres révélait sa fragilité morale face à la vérité. Le silence dans le gymnase était devenu absolu. Même le bruit lointain du vent contre les fenêtres semblait avoir disparu. Torres fit un pas en avant, tendant les papiers vers l'un des vétérans qui assistait à la scène. « Lisez, si vous voulez. Vous verrez que tout ce que je dis est consigné. » Le vétéran prit les documents et parcourut rapidement les pages, ses yeux se déplaçant rapidement mais avec concentration. À chaque feuille tournée, son expression devenait plus sérieuse. Lorsqu'il eut terminé, il regarda les autres et se contenta d'acquiescer, confirmant que le contenu était authentique. Torres se tourna à nouveau vers Sloane. « Pendant des années, j'ai porté le poids de cette injustice. J'ai vu ma carrière détruite, ma réputation ruinée. Mais aujourd'hui, ici, devant tous ceux qui vous ont toujours considéré comme intouchable, je dis la vérité. Non pas pour récupérer ce que j'ai perdu, car cela ne peut être rendu, mais pour que tout le monde sache qui vous êtes vraiment. » Les derniers mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant dans le silence collectif. Sloane ne répondit pas. Il n'y avait pas de réplique rapide qui puisse effacer ce qui venait d'être révélé. L'autorité qui reposait auparavant sur le mythe et la domination vacillait désormais face à deux forces différentes, l'habileté d'Elias et le courage de Miguel. Elias, restant à proximité, jeta un bref regard à Torres. Aucun mot n'était nécessaire entre eux. Il y avait seulement la reconnaissance mutuelle que ce moment, bien qu'improbable, était inévitable. Deux hommes qui avaient été mis à l'écart par le système se tenaient désormais côte à côte. Et l'homme qui s'était auparavant placé au-dessus de tous devait désormais faire face à la vérité nue, sans le bouclier de sa réputation. Le gymnase semblait plus petit, comme si le poids de ce qui venait de se passer comprimait l'espace. Personne ne bougeait, personne n'osait rompre le silence. Miguel Torres avait attendu des années pour prononcer ces mots, et maintenant qu'ils étaient dits, ils semblaient se rester suspendus dans l'air, impossibles à ignorer. Et même si personne ne savait exactement ce qui allait se passer ensuite, tout le monde était certain qu'après ce jour, rien ne serait plus pareil à Fort Harrington. Le gymnase, qui quelques minutes auparavant avait été le théâtre d'un combat qui avait ébranlé la structure hiérarchique de Fort Harrington, devenait maintenant le théâtre d'un événement encore plus profond, la révélation publique d'une vérité cachée depuis des années. Miguel Torres restait debout, immobile, comme si chaque muscle de son corps soutenait non seulement sa propre présence, mais aussi le poids des souvenirs et de l'injustice qu'il avait portée pendant si longtemps. Le dossier contenant les documents était désormais entre les mains d'un vétéran qui avait confirmé, devant tout le monde, la véracité des preuves. Cette simple confirmation semblait avoir un effet dévastateur. C'était comme si les murs du gymnase absorbèrent le choc collectif et le renvoyaient sous la forme d'un silence dense, difficile à traverser. Victor Sloane,
toujours au centre, semblait plus petit qu'auparavant. Pas physiquement, mais dans la perception de ceux qui l'observaient. L'homme qui s'était construit comme un bastion d'autorité et d'invincibilité était désormais exposé, non seulement par sa défaite sur le tatami, mais aussi par la révélation d'un passé qui sapait les fondements de son leadership. Il n'était pas confronté à une rumeur, mais à des preuves qui, à ce moment-là, étaient aussi concrètes que le sol sous ses pieds. Miguel n'avait pas besoin de crier ni de gesticuler pour que ses mots aient du poids. La force résidait dans le fait même de parler, au moment choisi, à l'endroit où il avait décidé de tout dévoiler. Pendant des années, il aurait pu porter l'affaire devant d'autres instances, s'isoler dans l'amertume ou tenter d'oublier. Mais non, il a attendu, il a observé. Et maintenant, au moment où le mythe du colonel avait déjà subi le premier coup avec la défaite face à Elias, il est entré en scène pour porter le second coup, celui qui ne s'efface pas avec l'entraînement physique, car il touche à l'essence même de la réputation. La justice, colonel, n'arrive pas toujours quand on le souhaite, a déclaré Miguel d'une voix ferme, le regard fixe. Mais elle arrive. Et quand elle arrive, peu importe le temps qui s'est écoulé, elle montre qui est qui. Ces mots ne s'adressaient pas seulement à Sloan. Elles s'adressaient à toutes les personnes présentes, à chaque recrue qui avait déjà ressenti le poids d'une autorité injuste, à chaque vétéran qui savait ce que signifiait être mis de côté pour des raisons de convenance. Elias, qui se tenait quelques pas en arrière, le comprenait. Il comprenait que ce que Miguel était en train de faire à ce moment-là n'était pas seulement personnel, c'était symbolique. C'était le genre de geste qui résonne dans les couloirs longtemps après que le son s'est éteint. L'expression de Sloan oscillait entre la rigidité militaire et quelque chose de plus contenu, presque introspectif. Il n'y avait pas de place pour le déni sans tomber dans le ridicule. Les preuves étaient là, les témoins aussi, et le poids de la vérité ne pouvait être écarté aussi facilement qu'il écartait un adversaire inexpérimenté sur le tatami. Peu à peu, le public a commencé à réagir, non pas par des applaudissements ou des exclamations, mais par des regards qui se croisaient, échangeant des messages silencieux. Pour beaucoup, c'était le moment de repenser la façon dont ils voyaient le colonel. Pour d'autres, c'était la confirmation de soupçons anciens, mais jamais prouvés. Miguel, réalisant qu'il en avait dit assez, rangea les papiers dans son dossier. Il n'était pas nécessaire de prolonger. La blessure était ouverte, et le simple fait de l'exposer suffisait. Il ne cherchait pas à détruire Sloan avec des insultes. Son objectif était plus profond, rendre la vérité à la place qui lui revenait, et, en même temps, récupérer quelque chose de lui-même qui lui avait été pris. « Je n'attends pas d'excuses », ajouta Miguel d'une voix plus basse, mais toujours ferme. « Elles n'effaceront pas des années de silence. Je veux juste que tout le monde ici connaisse la vérité. » À un moment, Sloan sembla vouloir dire quelque chose. Son corps se pencha légèrement en avant, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Peut-être parce qu'elle savait que tout mot prononcé à ce moment-là sonnerait creux. Peut-être parce qu'au fond, elle reconnaissait que rien ne pourrait effacer l'impact de ce qui venait d'être révélé. Elias, qui était resté jusqu'alors en observateur, fit un pas en avant et posa une main ferme sur l'épaule de Miguel. Ce n'était pas un geste théâtral, mais un geste de reconnaissance. Deux hommes, chacun avec sa propre histoire d'injustice, désormais unis dans un même instant de vérité. Ce geste en disait plus long que n'importe quelle phrase. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Le gymnase semblait respirer différemment. L'atmosphère pesante qui régnait auparavant commençait à s'alléger, non pas parce que la tension avait disparu, mais parce que, d'une certaine manière, la vérité libère, même lorsqu'elle fait mal. Pour ceux qui étaient à présent, ce qu'ils avaient vu ce jour-là serait raconté et répété, non seulement comme l'histoire d'un concierge qui avait vaincu le colonel, mais comme le jour où le masque était tombé, révélant que la force et le pouvoir ne sont pas la même chose. Miguel jeta un dernier regard à Sloan avant de se retourner pour partir. Il n'y avait ni arrogance, ni satisfaction cruelle, seulement la certitude d'avoir clos un chapitre. Elias le suivit des yeux, et pendant un instant, tous les trois, Sloan, Miguel et lui, semblèrent se relier par un fil invisible, fait d'un passé commun et de choix qui avaient changé des destins. Lorsque Torres quitta le gymnase, certains des présents s'écartèrent instinctivement, comme s'ils reconnaissaient l'importance de son passage. Sloan resta immobile, toujours au centre, telle une statue face à sa propre ombre. Elias ramassa le seau et le chiffon qu'il avait posé, prêt à reprendre sa routine. Mais il savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus jamais pareil. Ainsi, la vengeance de Miguel s'accomplit, non pas sous la forme de destruction, mais de la manière la plus incisive qui soit, avec la vérité exposée devant tous, de telle sorte qu'elle ne puisse jamais être effacée. C'était une justice tardive, mais une justice tout de même. Et pour ceux qui attendent le temps nécessaire, cette saveur a un poids qu'aucune précipitation ne peut offrir.